commençons l'abord endoscopique de la lithiase de la voie biliaire principale. D'abord avant de parler de la stratégie, à quel moment faire cette technique, quelques petits éléments techniques quand on a décidé de faire un geste endoscopique. Alors quelques techniques, il faut savoir que la sphinctérotomie endoscopique avec l'extraction au ballonnet, c'est le geste de base et ça permet dans 90 à 400% des cas de faire une bonne vacuité de la voie biliaire principale. Donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'artifices la plupart du temps. Dans certains cas, on a des problèmes d'extraction. Les critères prédictifs d'échec, ce sont des calculs de grande taille, un nombre de calculs élevé, notamment quand il y a un empirement comme ceci, des impactions du bac cholédoque et surtout une inadéquation entre la taille du calcul et le calibre de la voie biliaire principale. Alors parfois on a un échec complet de l'abord biliaire et autrefois on faisait des rendez-vous, alors soit avec l'aide des chirurgiens, soit avec l'aide des radiologues. Maintenant on peut faire un rendez-vous endoscopique, on fait une ponction des voies biliaires gauche par voie écho-endoscopique, on descend un fil guide par voie transpapillaire et ensuite on peut intervenir par voie rétrograde. On le fait souvent pour les drainages maintenant en cas de pathologie tumorale. Et surtout, on a maintenant, en association avec la sphinctérotomie, des artifices techniques, la lithotricie, et surtout une technique qui est en pleine voie d'expansion, qui est la macrodilatation. Alors, la Rolls, c'est bien sûr la lithotricie laser au contact sous cholangioscopie, mais ça est malheureusement essentiellement disponible dans les centres experts, ça coûte horriblement cher, mais l'avantage, c'est que dans certaines situations très difficiles, et notamment pour les lithiases des voies biliaires intrahépatiques, ça évite le recours à la chirurgie qui est souvent extrêmement lourd. Alors on peut faire de la lithotricie laser pulsée sans cholangioscopie. Il y a un artifice, on prend un ballonnet, on se cale avec le ballonnet en dessous de la lithiase, permet de se stabiliser et on passe la fibre laser dans le cathéter, ce qui permet de pulvériser le calcul et d'en faciliter l'extraction. La bonne lithotricie mécanique reste quand même tout à fait utile, avec ces dormias, avec des poignées qui permettent maintenant de passer dans le canal opératoire, donc avec un endoscope en place, on n'a plus besoin d'enlever les endoscopes. Et ça permet de faire une lithotricie avec un succès dans la grande majorité des cas de l'extraction de ces calculs difficiles. Et puis vient donc cette nouvelle technique qui est la macrodilatation, qui s'est développée ces dernières années. Alors, une chose, quelques points techniques, il ne faut pas faire de macrodilatation sans sphinctérotomie préalable. Ça c'est important. Néanmoins, quand on fait une sphinctérotomie, il ne faut pas faire une sphinctérotomie complète, il faut faire une courte sphinctérotomie, mais cette courte sphinctérotomie va permettre de guider la dilacération que le ballon va faire. Et on limite considérablement le risque d'hémorragie, de perforation, de pancréatite, qui était important lors des premières études, parce que justement, il n'y avait pas cette précoupe, entre guillemets, qui était réalisée. Il faut, bien entendu, faire un temps de dilatation bref. On avait pendant un temps essayé de remplacer la sphinctérotomie par la sphinctéroclasie, ce qui est différent de la macrodilatation, c'était des petits ballons, et on avait augmenté le risque de pancréatite parce qu'on maintient donc, le ballon trop longtemps en place et donc on comprime le verso. Donc un temps très bref de dilatation, quelques secondes, il faut simplement que l'empreinte que l'on a ici sur le ballon cède. Et une fois qu'elle a cédé, hop, on dégonfle immédiatement le ballon. Et ça, c'est vraiment important. Vous voyez, on peut faire une dilacération importante et en grande sécurité, et cette macrodilatation sera toujours beaucoup plus large que la plus large des sphinctérotomies. Donc, pour extraire des calculs d'extraction difficiles, c'est une technique intéressante. Alors, il y a un deuxième artifice technique qui est important, c'est que parfois, les calculs sont au niveau du bac cholédoque. Donc, l'important, c'est de commencer à gonfler un petit peu le ballon et pousser les calculs en amont. Parce que si vous laissez le calcul en bas et que vous dilatez, vous allez impacter le calcul dans la paroi et cette extraction sera impossible. Donc ça, c'est vraiment un élément également important. Après, quelle est la taille du ballon? Alors ce sont des gros ballons, parce qu'on a des gros calculs enlevés. Alors la taille du ballon va dépendre essentiellement, bien entendu, de la taille du calcul, mais surtout de la taille de la voie biliaire. Et on va essayer d'aligner la dilatation
avec la paroi de la voie biliaire sous-jacente. Alors, il n'est pas recommandé, contrairement à de nombreux gestes maintenant que l'on fait en endoscopie, de faire cette macrodilatation sous antiagrégant plaquettaire, même l'aspirine. Hein. Peut-être que les études futures vont peut-être changer, et au mieux, si on peut, hein, comme le risque de perforation, même s'il est minime, est possible, si on a une possibilité de faire cette thérapeutique en atmosphère CO2, autant la recommander. Alors le taux de succès est vraiment très important, hein, 98%, similaire à la lithotripsie, mais avec une morbidité, un temps opératoire et un nombre de séances nettement moins important, donc en faveur de la macrodilatation. Alors, pourquoi choisir lithotripsie versus macrodilatation? On va plutôt prendre la lithotripsie quand on a une sténose de la partie basse du cholédoque, hein, contrairement à la macrodilatation. Le deuxième élément, ça va être surtout les troubles de l'hémostase, soit parce qu'il y a un patient qui est en CIVD, soit parce qu'il y a un patient qui a une thrombopénie temporaire, soit parce qu'il est sous anticoagulant au moment où on est amené à faire un geste en urgence parce qu'il y a une angiocolite sévère. Dans ce cas-là, on va préférer soit la mise en place d'une prothèse, simplement faire un drainage de sauvetage, soit la lithotripsie mécanique. Si par contre on n'a pas ces problèmes-là, eh bien la macrodilatation est à préférer. Et bien entendu, en cas d'échec, on va avoir recours à ces techniques intracanalaires et en très dernier recours, et c'est la plupart du temps maintenant très rare, avoir recours notamment à la chirurgie. Alors, dans quelle indication on va faire un abord plutôt endoscopique? Forcément chez le patient cholestectomisé, en première intention, la chirurgie venant qu'en cas d'échec, d'autant que la chirurgie peut être gênée, a fortiori par la paroscopie, par la cholestectomie précédente. Quand j'ai un patient à une vésicule en place, alors là encore, on va plutôt privilégier l'abord endoscopique parce que c'est un patient qui a une angiocolite d'origine lithiasique, qu'on a des facteurs de difficulté d'extraction chirurgicale de cette lithiase, et a fortiori si c'est un patient âgé ou à un haut risque chirurgical et anesthésique définitif. Alors autrefois on se disait, c'est des patients âgés, on fait la sphinctéro, on s'en va, on laisse la vésicule en place. En fait c'est non recommandé puisque de nombreuses études, notamment une méta-analyse, ont montré que ces patients, si on laissait la vésicule en place, faisaient des complications biliaires, cholécystite, nouvelles migrations, et dans un tiers des cas, on avait recours à plus ou moins long terme à une cholécystectomie, et qui malheureusement se faisait souvent en urgence, avec une morbidité qui était nettement augmentée. Enfin, ce sont des patients qui peuvent avoir un haut risque chirurgical temporaire. C'est un patient qui est en choc septique, et là on va plutôt privilégier l'abord endoscopique que chirurgical, hein, parce que là encore la morbidité va être moins importante, et on fera ensuite l'abord chirurgical pour la cholestectomie dans un second temps, une fois que le geste entre guillemets de sauvetage et le problème septique sera réglé. Alors après il reste des éléments très débattus, hein. C'est la pancréatite aiguë lithiasique. Alors pendant très longtemps, alors il y a une littérature exceptionnelle. Hein. Faut-il faire une sphinctérotomie en urgence? Dans quel délai, etc. Je crois que les recommandations maintenant sont assez claires. Il est nécessaire de faire un abord endoscopique chez un patient qui a une pancréatite aiguë d'origine lithiasique en urgence, uniquement si le patient a un problème septique sévère associé à la pancréatite. Dans les autres cas, on peut différer ce geste. Ça, c'est assez reconnu, recommandé. Après, quid des calculs cholédostiens asymptomatiques? Alors là encore, on ne connaît pas tellement l'évolution spontanée de ces calculs à long terme, asymptomatiques. Il y a comme des recommandations françaises qui ont été émises en 2010, faisant suite à des recommandations anglo-saxonnes de 2008. Si on découvre en péropératoire un calcul, a fortiori, d'extraction difficile, notamment par voie transcystique, eh bien, il faut laisser en place un drain transcystique, refaire une cholangiographie à distance, et uniquement si le calcul persiste, on va faire une extraction, et au mieux par voie endoscopique. Alors, de nombreuses études, et notamment 2 études randomisées, ont montré justement que dans la grande majorité des cas, lors de la cholangiographie de contrôle, le calcul était passé, et qu'on avait recours à un geste complémentaire, notamment endoscopique, que dans un tiers des cas. Si par contre le calcul a été découvert sur une imagerie, hein, eh bien, il est plutôt recommandé de le traiter parce que même si on ne connaît pas trop l'évolution spontanée de ces calculs asymptomatiques, on sait que les complications, même si elles sont relativement rares, peuvent être gravissimes, notamment la pancréatite aiguë, nécrosante. Donc il est plutôt recommandé de le traiter.
même s'il n'y a aucune étude comparative. Bien entendu, ça dépendra des difficultés d'extraction de ce calcul, et puis surtout de l'état général du patient. Enfin, eh bien, c'est l'objet d'un grand débat. Chez un patient qui est opérable, qui a une vésicule à enlever, qui a un calcul cholédocien, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire de la chirurgie qui permet de traiter en un temps ce patient? Alors ça, c'est évident si on a un centre qui est expérimenté dans l'exploration de la voie biliaire, et surtout si on a des critères d'échec de l'abord endoscopique, des patients qui ont eu une chirurgie préalable, notamment les bilrotes, les papilles intraverticulaires par exemple. Ou sinon, il y a cette deuxième stratégie, c'est cholécystectomie laparoscopique et abord endoscopique de la voie biliaire. Alors, il y a d'innombrables études, des méta-analyses sur un temps, 2 temps, pré-op, post-op, etc. Aucune étude a montré une supériorité, du moins en termes de succès et de vacuité de la voie biliaire, d'une méthode par rapport à une autre. Néanmoins, quand on fait une prise en charge en un temps, que ce soit un cathétérisme péropératoire ou une chirurgie, une prise en charge toute chirurgicale, on diminue quand même le temps d'hospitalisation, le temps opératoire, et également, ce qui n'est pas négligeable, la plupart du temps, le coût de la prise en charge. Alors ça, c'est bien beau, mais ça va dépendre, bien entendu, de la stratégie, des compétences et des disponibilités locales, bien entendu. Et quand on fait des enquêtes à large, des enquêtes nationales, on s'aperçoit, donc c'est vraiment la vraie vie, c'est-à-dire tout centre confondu, universitaire, pas universitaire, eh bien on s'aperçoit que dans la grande majorité des cas, l'attitude la plus utilisée à l'heure actuelle, c'est une cholécystectomie laparoscopique avec une prise en charge préopératoire endoscopique de la voie biliaire principale. Alors à quel moment, justement, si on décide de faire un abord endoscopique de la voie biliaire principale, à quel moment, on l'a vu que la littérature ne permet pas de répondre, néanmoins je pense qu'il y a quelques éléments qui sont importants. Si on décide de faire la sphinctérectomie préopératoire, il faut savoir que dans 10 à 30% des cas, le cathétérisme est inutile parce qu'il n'y a pas de calcul ou il n'y est plus. Donc dans ce cas-là, et souvent quand on fait la colangiographie, on a du mal à les voir, donc on se dit, bah, il y a sûrement un calcul, je fais la sphinctérectomie, et ces sphinctérectomies risquent d'être délétères. Donc il faut, dans ce cas-là, si on prend cette attitude, faire des examens préopératoires pour être certain qu'il y a bien un calcul. Après on augmente le coût, la morbidité éventuelle. L'idéal, et ça c'était notre idée, notamment avec Jean-Christophe Letard depuis des années, depuis 2002, c'est de se dire pourquoi faire en un temps avec un cathétérisme péropératoire. Il y a une étude avec, ce sont des résultats, c'est une étude récente avec des états qui étaient un état intermédiaire. On s'aperçoit qu'avec l'expérience, même si dans la littérature c'est pas démontré, pourquoi c'est pas démontré? Parce qu'il n'y a pas assez de patients. C'est que le cathétérisme est plus facile. Pourquoi? Parce que le chirurgien a fait une cholangio. Donc déjà, il a forcé un petit peu la papille. C'est plus facile parce que souvent les patients sont bien sédatés, curarisés, et on s'aperçoit que le cathétérisme biliaire est beaucoup plus facile. Et nous, dans notre série, on a 1500 patients, on a beaucoup moins de pancréatite, on a beaucoup moins de complications dans ce type de procédure. La deuxième chose, c'est que nous, on fait le cathétérisme une fois que la vésicule est tombée. Et donc ça permet de faire une cholangiographie de contrôle, et ça permet de dépister s'il y a une fuite biliaire sur cystique, une plaie de la voie biliaire, et ça permet de traiter en un temps, s'il y a une fuite, par une prothèse, cette plaie biliaire ou cette fuite biliaire. Alors ce qu'il faut éviter, c'est l'abord post-opératoire, et si vraiment il y a nécessité d'un abord post-opératoire, il faut être aidé par le chirurgien en mettant un drain transcystique ou transpapillaire pour faciliter justement ce cathétérisme biliaire. Sinon, on va mettre la pression sur l'endoscopiste qui augmente sa morbidité, et s'il y a un échec, mettre de la pression sur le deuxième geste de reprise chirurgicale. Donc voici un petit peu les points forts que je vous laisserai en vous remerciant de votre attention.